Bonjour, je suis Annette Insdorf, auteure de l'ouvrage Double vie, seconde chance, le cinéma de Krzysztof Kieślowski. J'ai eu le grand bonheur d'être sa traductrice du polonais en anglais, pas en français, et peut-être je devrais m'excuser en avance parce que même si je parle français étant née à Paris, je vis depuis toujours à New York et sûrement je vais faire quelques fautes en français et je ne trouverai pas les mots précis qui me seraient venus plus facilement peut-être en anglais. La version Brève histoire d'amour est beaucoup plus riche en tant qu'histoire d'amour que Décalogue 6. Il y a beaucoup de changements au scénario original et ces changements rendent Tomek un peu plus actif. Lui, c'est un voyeur. En anglais, on dit Peeping Tom. Alors, le nom Tomek, c'est tout à fait approprié. Il vole un télescope. Et c'est à travers de ce télescope qu'il regarde la belle femme Magda qui vit de l'autre côté de la cour. Alors, là, on peut dire que la situation est très Hitchcockienne. Et évidemment, Hitchcock aussi traitait le voyeurisme dans les films comme Psychose ou Fenêtre sur cour. Mais si vous regardez ce film, vous allez voir qu'il y a une grande différence. Hitchcock traitait la culpabilité, et même notre culpabilité, à regarder des choses qui ne nous concernent pas vraiment. Mais ici, le regard chez Kieślowski peut être affectueux plutôt que purement sexuel, protecteur plutôt que lascif. Le téléobjectif volé permet à Tomek de regarder Magda en gros plan. Et il passe aussi du voyeurisme passif à une véritable mise en scène. Quand par exemple, il voit que Magda va faire l'amour avec un homme, alors il appelle la compagnie de gaz pour dire qu'il y a une fuite dans son appartement afin que les hommes viennent pour interrompre ce qui va se passer. C'est un film avec une forme tellement riche. Dès le début, on voit l'importance des jeux de main, un peu comme dans l'ouverture de La peau douce de François Truffaut. On voit dans quelques secondes, il y a une main, puis une autre, on voit aussi le bandage. On se rend compte tout de suite qu'il y a quelques thèmes qui vont être développés dans ce film. Un ardent désir de contact, une interdiction quand la main est enlevée et une tentative de suicide qu'on peut voir aussi dans ses mains. Ensuite, c'est très important quand, par exemple, on voit Tomek jouer avec le couteau, une scène directement du film de Polanski, Couteau dans l'eau. Alors il se coupe. Et puis, on a l'échange, dans un sens, entre le doigt avec le sang de Tomek et les doigts de Magda dans le lait répandu sur la table. On peut dire aussi que le lait joue un rôle très important tout le long du film, représentant non seulement l'innocence de Tomek, mais aussi peut-être cette fluide maternelle dont il fut privé quand il a grandi dans l'orphelinat. Aussi, quand on voit le lait répandu sur la table de Magda, on peut penser peut-être au sperme gaspillé de Tomek pendant le seul entretien sexuel entre Tomek et Magda. Aussi, il faut dire qu'il y a beaucoup d'images circulaires tout le long de Brève histoire d'amour. Pour moi, c'est pas seulement une sorte de symétrie, mais c'est aussi une façon de regarder le monde. Par exemple, si on considère le premier plan avec les mains entrelacées comme la fin du film, avec tout le reste comme un flashback, un retour en arrière, ça suggère un monde clos. Les choses ne peuvent pas développer dans une manière autre qu'on ne voit, parce que c'est déjà imprimé, ça s'est déjà passé, le destin est en jeu. Alors, dans ce sens, Brève histoire d'amour se déroule dans un univers clos, où il n'y a pas vraiment de possibilité de progression. Mais la fin de ce film est très différente
de la fin de Décalogue 6. Et c'est un peu parce que l'actrice qui joue Magda, Grażyna Szopolowska, elle a demandé à Kieślowski de lui donner une fin plus heureuse que celle de Décalogue 6, s'ils vont faire encore une version. Donc il a ajouté cette scène tellement belle où elle voit à travers le télescope chez Tomek son propre appartement et elle se voit elle-même pleurant, comme elle faisait il y a quelques jours, pleurant à sa table avec le lait répandu. Comme si le télescope était aussi une caméra qui avait enregistré cette scène. Quelle est la différence? À la fin, Tomek rentre dans ce cadre, dans son appartement, pour la réconforter. C'est-à-dire la possibilité d'un contact entre eux qu'on n'a pas vu dans cette vérité ou réalité présentée tout le long du film. Ça nous donne à rêver d'une possibilité de contact plus riche que ce qu'elle a pu vivre tout le long du film. À mon avis, Brève histoire d'amour est tellement formidable aussi grâce à la musique de Zbigniew Preisner. Preisner, c'est le grand compositeur qui a travaillé avec Kieślowski depuis sans fin. Ils ont commencé en 1982 et c'est lui qui a fait la musique de chaque film de Kieślowski jusqu'à la fin. Et il y a une qualité tellement entente dans les mélodies d'une brève histoire d'amour, où on voit aussi l'échange entre la mélodie de Tomek au début, qui devient la mélodie de Magda vers la fin. C'est-à-dire, ils ont échangé leur rôle de voyeur et de solitaire. Od razu po tym filmie był Dekalog, o którym już rozmawialiśmy, krótki film o miłości. Jaki to był dla Pani film? Czy zaliczyłaby go Pani do jakichś najważniejszych filmów w swojej karierze? No tak, to był najpiękniejszy film, najlepszy mój. I ten film otworzył mi potem drogę do współpracy już z reżyserami na całym świecie. I to była taka moja wizytówka i do dzisiaj jest. Dekalog właśnie, te polskie filmy w pewien taki magiczny sposób powiedziały światu, że jest reżyser, który mówi o tym, że jest coś poza nami, jakieś inne życie, że jest być może Bóg, który nas gdzieś otacza jakimś anielskim promieniem, że być może jest inne życie, że być może są nieprzewidzialne sytuacje, że być może posiadamy w sobie instynkt odczuwania czegoś, o czym sami nie wiemy, że być może komunikujemy się między sobą jeszcze jakimś innym językiem. Ale te trudne wartości gdzieś tam zostały docenione, bo język filmowy jest językiem uniwersalnym. Które sceny w krótkim filmie o miłości były najtrudniejsze? Wszystkie były trudne, bo ja nie pracowałam po raz pierwszy z kamerą. Kamery nie było, była na zewnątrz. Ja nie wiedziałam, gdzie jest kamera. Krzysztof o świcie stał na dachu jakiegoś bloku i podglądał mnie przez lupę czasami. Zziębnięty krzyczał, że zwariował, skoro stoi o 4 rano na dachu i podgląda przez lupę Szapołowską, ona nawet sobie z tego nie zdaje sprawy. To był trudny film, bo ja nie wiedziałam, gdzie jest kamera, jak mam grać i właściwie za pomocą mikrofonów wykonywałam to, o co mnie prosił Krzysztof. Też był trudny, ponieważ Krzysztof go zakończył podobnie jak w filmie dla telewizji, w tej wersji telewizyjnej. On się kończy tym, że ja przychodzę na pocztę, on siedzi, ten chłopiec Olaf i on mówi do mnie, ja już Pani nie podglądam. I tak się kończy film. A ja powiedziałam, Krzysztof, ludzie chcą bajki, to nie może się tak skończyć. I on wymyślił całe zakończenie z tym, jak ja przychodzę do niego, patrzę przez lupę i wyobrażam sobie, jak to może być. Jak to mogłoby być. I właściwie to była najważniejsza scena w tym filmie, wydaje mi się. Pani powiedziała, że Krzysztof Kieślowski przez tylko mikrofony instruował, dawał jakieś wskazówki. To jest w zasadzie film 2 aktorów. Czy ta swoboda aktorska była duża w tym filmie, tak? Domyślam się. No nie zupełnie, bo Krzysztof miał wszystko matematycznie i precyzyjnie przemyślane, z tym, że porozumiewać się z Krzysztofem było bardzo łatwo. Bardzo szybko się porozumiewaliśmy, a nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, żadne z nas nie zdawało sobie sprawy, a najmniej chyba Krzysztof, że połączenie mnie i Olafa da taki efekt. To był
chyba jeden z pierwszych czy drugi film Olafa, był młodym chłopcem, miał bardzo trudne sceny. My mieliśmy jak zwykle mało taśmy, wiadomo było, że kręcimy tylko po 2 duble. I jest coś takiego, że reżyser czasem myśli o aktorze, że połączyć pewną parę i że coś z tego wyjdzie. Czasami może to kompletnie nic nie wyjść. Wręcz przeciwnie, aktorzy się nie lubią albo nie zaiskrzy między nimi to coś, co się nazywa takim uniesionym talentem, takim innym wymiarem, który niesie cały film. A mi się wydaje, że Olaf bardzo mi pomógł i ja jemu. I my bez porozumienia zaczęliśmy po prostu tworzyć taki duet, z tym, że Krzysztof na początku zakładał, że to jest starsza kobieta, która mści się na młodszym chłopcu. I że właściwie między nimi nie może istnieć miłość. Natomiast publiczność przyjęła to jako za fakt autentycznie naturalny. Nic mi to nie przeszkadzało, że on jest młody, ja starsza. I ja potem otrzymywałam bardzo dużo listów i telefonów, że od młodych chłopców, którzy mówili, proszę pani, ja też jestem i też kocham kobietę starszą od siebie. Także tutaj taka wolta nastąpiła, że przez zbieżność moją z Olafem ten film oprócz tej samotności i tego zła, o którym mówił, jeszcze odbierano jako film naprawdę o miłości. Rozumie pan? To się czasem tak zdarza. Krzysztof sam tego nie rozumiał, jak to się stało i dlaczego tak się stało. Krzysztof Piesiewicz z kolei powiedział, że Kieślowski był przykładem rzeczywistego wielkiego artysty, choć nie można było tego poznać w jego zachowaniu, w sposobie bycia, ubierania się czy reagowaniu. Zgadza się pani z takim opisem? Nie, dlatego że artystę ja nie poznaję ani po sposobie bycia, ani po ubiorze, ani po reagowaniu, tylko artystą jest dla mnie ten, kto tworzy rzeczy, które są artystyczne. To dla mnie to jest artysta. A czy on pali marihuanę, czy chodzi boso, czy chodzi w dresach, czy jeździ jaguarem, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia. A jak pani by w kilku zdaniach opisała Krzysztofa Kieślowskiego? Nieśmiały bardzo. Nie pokazujący tego, że jest nieśmiały. Czasami się czerwienił. Strasznie ambitny. Nie pokazujący, że jest ambitny. Na pewno nie był tchórzem. Myślę, że chciał tak naprawdę zmierzyć się w międzynarodowym takim prawdziwym zespole filmowym. Myślę, że chciałby robić filmy z Hollywood. Myślę, że nawet wiem, z kim by chciał robić. Kiedyś mi powiedział, że chciałby zrobić z Melanią Griffith. Bardzo mu się podobała. Myślę, że dążył do tego i myślę, że liczył na to, że film Czerwony przyniesie mu sukces w Stanach. Tak się nie stało. Jedyny mam żal do Krzysztofa, to on wiedział o tym zresztą, że ja mam żal. Czasem dzwonię do niego i mówię mu o tym. To, że on w sumie wydawało mu się, że poprzez aktorów zza żelaznej kurtyny, znaczy się aktorów zachodnich, że mu się uda szybciej wejść na światowe rynki. Na pewno tak, ale mało doceniał polskich aktorów, którzy mu dali ten cały początek i z którymi powinien później też pracować. I myślę, że ten jego taki snobizm na aktorów zachodnich, że oni mu pomogą wejść na światowy rynek, był pomyłką. Troszeczkę. Bo z kolei reżyserzy francuscy i amerykańscy z kolei pytali go tych aktorów od nas. I właściwie każdy chciał z nimi grać, brać ich. I to oczywiście są bariery językowe i inne rzeczy, ale wielu z nas weszło właśnie na ten światowy rynek przez jego filmy, a on z kolei potem już bazował na gwiazdach zachodnich, które na pewno chciałyby grać i ja wiem, że i właśnie Melanie Griffith i na pewno Susan Sarandon była chętna, żeby zagrać i na pewno Goldie Hawn, która nawet chyba napisała list do niego, że chciałaby zagrać w jakimś filmie, bo jego filmy są inne, ona nie rozumie dlaczego, ale są fantastyczne. Bo przy tych filmach komercyjnych, które ona kręci w Stanach, wiadomo, że tam nie ma kogoś takiego, który zrobi taki europejski touch, taki inny. Także myślę, że miał dużo do zrobienia jeszcze, dużo. La manière dont je l'ai vu travailler, c'est très dense, parce qu'il y a eu 3 films,
Et puis, bon, c'était intéressant de le voir au moment de la préparation, puisque moi je suis intervenu pratiquement quand les scénarios étaient terminés. Mais c'est intéressant de le voir au tournage, et comme j'ai eu la chance de un peu de l'apercevoir au montage, de temps en temps, c'était aussi passionnant. Je l'ai connu par un directeur de production de chez MK2 qui s'appelle Yvon Crène, Kieślowski avec en projet de faire les 3 couleurs avec Karmitz. Et à ce moment-là, il cherchait un assistant. Je ne sais pas si son équipe française de la double vie de Véronique lui satisfaisait plus que ça. Pas à cause de l'équipe, je pense, peut-être la production. Donc il a pratiquement recyclé ses techniciens. Et ils ont fait un casting d'assistants, voilà. Et je l'ai rencontré dans un café un jour comme ça. Et je le connaissais pratiquement pas. C'est-à-dire quand j'ai su que j'allais le rencontrer, j'ai été voir les 2 décalogues qui étaient visibles à Paris à ce moment-là. J'ai été vraiment impressionné. Et après le rendez-vous, j'ai essayé de voir tout ce que je pouvais de lui. Mais il avait un souci d'efficacité, tant dans le tournage, mais que dans l'écriture même. Je veux dire, il filmait, il posait ses histoires dans des lieux, je pourrais dire, intimes des rapports humains, et pourtant, il croyait énormément au rouage classique de la dramaturgie. Il pouvait, moi je l'ai entendu citer Hitchcock plusieurs fois. Il faisait, je veux dire, dans le scénario, il était déjà écrit qu'à la 22e minute allait intervenir ceci ou cela. Mais il avait une manière de travailler telle qu'il multipliait les versions. Et à un moment donné du montage stratégique, il pouvait avoir des semaines où il projetait 2 versions. Et ça, c'est quelque chose... Bon, moi j'ai eu le pot qui me fasse venir assez souvent dans les projections. Chacun avait son rôle, hein. Donc moi je devais être... je sais pas, je me figurais cette espèce de simple bon sens. Et puis peut-être ce regard un peu plus jeune que les autres. Mais chacun avait sa fonction, le scénariste Pisiewicz venait de Pologne, etc., etc. Et là, c'était passionnant. Ça, c'était les grandes leçons pour moi. Parce qu'on voyait un film, je me disais, mince, c'est pas terrible. Après, on était tous réunis, et il s'agissait de payer son invitation et de dire ce qu'on pensait. Et de se rendre compte petit à petit que absolument 90%, je dirais, de nos réactions étaient déjà prémédité, enfin prévu, je dirais, par Kieślowski, et les réponses, les solutions de montage inhérents à tout ce qu'on pouvait dire étaient déjà pratiquement, je veux dire, il en était à la 5e version, il y en avait 6 autres dans la tête, au plan près, je dirais. La place du chef opérateur m'a aussi surpris par rapport à ce que j'ai connu comme assistant avant. C'est pas du tout la même fonction, je dirais, que les opérateurs en France. Là, c'était presque des co-auteurs du film. Il n'y a pas une décision, il n'y a pas un décor qui ne soit pas vu avant avec le chef opérateur. Voilà les 2 premiers points, moi, qui m'ont... Et puis sur le tournage, ça, tous les gens qui l'ont rencontré le diront, c'est sa force, sa précision, sa capacité à se retourner ou à faire face aux mauvais coups. C'est très impressionnant, on a l'impression d'avoir une espèce de maître yogi, là. Et puis son attention extrême aux acteurs. Autant que je m'en souvienne, je ne pense pas qu'il y avait beaucoup de prises. Et autant que je m'en souvienne aussi, j'ai l'impression qu'il n'y avait pas plus de répétitions que je dirais la moyenne. Mise en place, 3 à 5 répétitions.
3 à 5 prises, je dirais. Mais alors de mémoire, hein, peut-être que les rapports de script diraient le contraire, mais c'est comme ça que je me souviens. Il ne faut pas oublier qu'il, officiellement, je dirais, il ne parlait pas français. Donc, soit il parlait anglais, soit, ce qui était le plus souvent le cas au tournage, parce que c'était un homme qui se voulait d'une précision, c'était un cheval de bataille très important. C'est assez beau de voir la valeur qu'il mettait dans la précision. Ça responsabilise l'autre terriblement. Donc il avait toujours un traducteur qui traduisait, composait, agrémentait, adoucissait souvent Donc très très certainement, puisqu'il fallait être précis pour les acteurs, en tout cas c'est comme ça qu'il voit la direction de l'acteur, une précision aux mots, aux gestes, on le voit hein, dans ces films. Ça passait par le traducteur. Bon. Mais moi, j'avais fortement l'impression que les dialogues... Alors, il y avait ce paradoxe. Il ne parlait pas français. Je dis officiellement, en fait, on s'est rendu compte qu'il le comprenait plus qu'il nous l'avait dit. Mais bon, mais sur le principe, malgré tout, il ne connaissait pas le français. C'est lui qui écrivait ses dialogues, en polonais, traduit. Et il pouvait avoir un paradoxe que de dire il reprenait les gens au mot près. Et pourtant non, parce que je crois vraiment... J'ai l'impression, de plus en plus, au fil de ces films, et particulièrement dans Bleu, Blanc, Rouge, je crois que les dialogues étaient aussi, comment je pourrais dire, un outil rythmique. C'est-à-dire, en dehors de leur fonction, comme d'habitude, quoi, hein, faire avancer l'action et puis exprimer les choses du personnage, ça allait aussi... pour préparer la coupe, pour contenir le plan, dans des cellules de temps. Voilà. J'ai l'impression, c'est mon analyse, qu'il y attachait beaucoup d'importance à ce rythme. Je crois vraiment que les déplacements des personnages qu'il avait à leur demander, l'action, et les dialogues étaient vraiment une composante du temps du plan. Avait vraiment quelque chose à voir avec son moteur, son coupé, et de ce qu'il entrevoyait au montage. Comme je vous disais que l'opérateur avait une très grande importance, les acteurs et l'interprétation avaient une grande importance chez Kieślowski, mais ce n'était pas comme chez beaucoup de metteurs en scène où il s'agit de laisser vivre librement les acteurs et en quelque sorte, finalement, la mise en scène revient quelque part à un espèce de théâtre filmé qui se cache. Là, quand même, l'écriture cinématographique, je dirais pas au cadre près dans beaucoup de situations, mais disons, le plan est avant tout. La conception des plans, en tout cas. Je me souviens que comme assistant, pratiquement, un assistant étant surtout là pour s'assurer que le jour du tournage, il y ait tous les éléments qu'il faut pour tourner la scène, hein, en gros. Lui, il avait la chance d'être dans un cadre très confortable financièrement. Et donc, il avait plutôt cette expression de dire que plutôt que de lui préparer ce qui avait été prévu, il fallait lui préparer un terrain, et selon son expression, où il pouvait manœuvrer. Des fois, il y a eu des improvisations même assez drôles. Enfin, je me souviens que pour Bleu, au début du film, quand un autostoppeur est témoin de l'accident de Juliette Binoche, enfin de la voiture et tout ça, bon, il nous a fait venir en plein milieu de l'après-midi, enfin la nuit devait tomber à 5h, à 3h du matin, à 3h de l'après-midi, il nous a dit on ne bouge plus, on ne touche plus à la caméra, qui était là pour filmer le dernier plan de cette voiture contre l'arbre. Et là, il a demandé, il voulait faire apparaître dans le même cadre d'abord 2 voitures qui passaient par là, qui s'arrêtent en voyant l'accident, puis 2 voitures de police, puis 3 ambulances. Il voulait que ça grossisse comme ça. Donc il y avait quelques improvisations dangereuses pour les gens qui travaillaient avec lui, mais j'ai toujours l'impression que c'était dans un cadre déjà préétabli. Le premier documentaire que j'ai vu m'a complètement impressionné. Ça s'appelait Je ne sais pas. C'était en 3 plans ou 4 plans. Et c'était dans une petite maison, un plan d'un homme
éclairage de jour, qui raconte son histoire. Il n'y a pas de question entendue, mais l'idée d'entretien ne se cache pas. Il raconte à quelqu'un. Et il va raconter, c'est un ancien PDG, directeur d'usine dans le système communiste de l'époque, qui va raconter sa chute. Et on se rendra compte petit à petit que c'est à cause du système. Mais voilà le terme adéquat, je trouve, c'est petit à petit. Là, tout d'un coup, il a enregistré, ou il donne le sentiment d'avoir enregistré le présent qui se déroule. Et ça, c'est d'une valeur inestimable, enfin, ne serait-ce qu'en matière d'efficacité, si on ne se tient qu'à ça, comme preuve que c'est formidable. Kitus Trailers, visita mi On rentre canal. dans la vie de ce type-là. Évidemment, des ellipses sont placées là avec une magie totale. Il y a 2-3 plans de l'extérieur de la maison, toujours le même, qui montrent que la lumière décline. On retombe sur le type, cette fois on allume la lumière et il continue. Et le type finit dans la ruine totale. Et en tout cas, comme expression du vrai malaise, sans doute de l'époque, ça c'était formidable. Alors là, je veux dire, on regardait l'actualité différemment tout d'un coup. Quand on parle de différence de documentaire et de fiction, et notamment chez Kieślowski, une des choses qui serait forcément intéressante et amusante à faire, enfin assez enrichissante, c'est sur une table de montage, non pas essayer de traquer des différences pour faire entre documentaire et fiction, mais sur des plans de gens, de voir à quel point comment finalement, dans certains films de fiction, son souci était sans doute de capturer la personne derrière le personnage, comme il avait pu le faire dans les documentaires. Ou plus exactement, je m'amuse à penser que dans les documentaires, il essayait de traquer la dimension fictionnelle de la personne, mais toujours en l'enregistrant, bien entendu. Et que dans ces films de fiction, il y avait le chemin inverse. Mais dans les deux cas, il s'agit bien là d'enregistrer la réalité de la personne. Cette chose magnifique qui est cette cité d'immeubles dans le décalogue que l'on fouille, là on a vraiment l'impression d'être chez les gens. Vous avez des acteurs qui sont magnifiques, mais une femme qui se présente en chaussons, elle est en chaussons. Un type qui est malade, il est malade. Un type qui a son petit chat dans son appartement. Ça fait directement, à chaque moment, il y a une communication, un vase communicant avec nos expériences quotidiennes. Bon, il disait qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas filmer au documentaire. Comment filmer quelqu'un qui pleure? Comment faire filmer une réalité, qui est une réalité en quelque sorte, qui se déroule comme s'il n'y avait personne dans la pièce, alors que le fondement même de son écriture de documentaire, c'est toujours vu par. Comment ça pourrait être autrement? Moi, à mon avis, il a influencé beaucoup plus de personnes qu'on ne le dit et qu'on ne le croit. Et que les personnes eux-mêmes le croient, je ne sais pas. Cette façon où tout d'un coup, il y a eu un peu d'auteur, un peu de grands films français, une efficacité, une neutralité apparente, une démonstration en marche. Je crois que, disons qu'en France, pour ce genre de film, Kieślowski a transcendé l'école Kayat et Boisset. Est-ce que sa personne m'a plus influencé en présence, dans le travail, dans l'action, que ses films eux-mêmes? Peut-être aussi. Le rapport... vous voyez, on a beau être au contact avec des metteurs en scène comme technicien, même très très proche, je crois qu'on comprend en vérité rien, pas grand-chose, aux metteurs en scène. Et j'ose même prétendre, même les plus vieux de la vieille, même les grands chefs opérateurs,
Je crois profondément ça. Si bien que la seule chose qu'on puisse faire, c'est essayer de décrypter. Mais c'est vain, parce qu'on essaye de décrypter quelque chose que sans doute le type ne sait pas encore, ou n'a pas fait remonter à la surface. Mais vous voyez, dans la fabrication, dans le tournage, etc., dans les problèmes les plus quotidiens, les plus plombants, les plus contrariants, la place d'un camion, enfin rien à voir avec ce dont on parle quand on voit un film. Bon, mais pourtant, c'est quand même ça qui fait 99% de la fabrication. Là, sa proportion à avoir le regard là-bas, ou là-haut, c'est-à-dire, quand je dis là-bas, c'est déjà sur l'écran qu'on va voir là. Ça, c'est une grande leçon, mais aucun mot sont dit, et puis aucune solution n'est donnée. Mais d'avoir cette position là dans le tournage, position présence magnifique, comme d'autres l'ont dit, et envoûtante, et puissante, etc. Et le cap, dans une solitude totale, sur l'objet. Fini. Là, c'est vachement formateur. C'est montage. Des fois, cut, au ras de la chose, pour aller, mais dans un autre esprit que ce qu'on appelle montage cut maintenant, blablabla. Oui, ils sont remarquables, ça me fait remarquer comment c'est sous-employé dans les autres films, et j'arrive à me positionner en disant, mais au fond, est-ce que j'aime ça? Au fond, est-ce que ça a ses limites? Est-ce que c'est bien? Des perpétuelles questions, en fond, c'est ça, c'est d'avoir rencontré Kieślowski ou d'avoir vu ses films, comme beaucoup d'autres. En fait, c'est pas que ça t'apprend un truc, boum, que t'emmagasines comme quand t'as appris une formule mathématique, mais ça alimente ton perpétuel questionnement. Voilà.